tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière autour des médecines alternatives et du soin. À l'heure où fleurissent toutes les formations et tous les praticiens, je crois qu'il est, peut-être un peu temps de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Clairement, je ne vais pas me faire des amis, dans cette vidéo, mais bon, c'est pas très grave, j'ai l'habitude. Mais quand je vois tout ce que je vois et que j'entends tout ce que j'entends, je me dis que là, il est peut-être temps de resituer un petit peu les choses et puis peut-être de donner des informations aux personnes qui sont réellement en recherche d'un bon praticien, d'une bonne pratique adaptée à leurs besoins et à leur situation. Et c'est dans ce seul but que je vais faire cette vidéo, sous forme un petit peu peut-être de foire aux questions pour essayer vraiment de renseigner au maximum les personnes qui sont aujourd'hui en recherche. Le magnétiseur travaille sur vos énergies et uniquement sur vos énergies, c'est-à-dire qu'il ne manipule pas, il ne masse pas et il ne touche pas. C'est vraiment très important de bien saisir que le magnétiseur va travailler sur vos énergies et sur vos centres énergétiques. En ce sens, on ne se déshabille pas chez un magnétiseur, on reste habillé et il ne doit pas vous toucher. À aucun moment, le magnétiseur est appelé à vous demander de vous déshabiller ou de vous manipuler, de vous masser, etc. C'est absolument faux. Le magnétiseur ne travaille que sur vos énergies. Il vous envoie sa propre énergie. C'est pour ça qu'un magnétiseur a généralement beaucoup d'énergie lui-même, puisqu'il va disperser, entre guillemets, il va semer son énergie auprès des personnes qui en ont besoin. Le Reiki est une énergie beaucoup plus douce que celle du magnétiseur, parce que le Reiki, la technique du Reiki, c'est de canaliser une énergie qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que le magnétiseur donne sa propre énergie, donc l'énergie qui vient de l'intérieur de lui-même, tandis que le Reiki, c'est un mode de canalisation d'une énergie qui est extérieure. C'est-à-dire que très souvent, on dit qu'on va canaliser la source ou canaliser euh, l'énergie de l'univers, etc., pour pouvoir justement la donner à la personne qui en a besoin. Le Reiki est une énergie beaucoup plus douce. En tout cas, c'est ce que je constate, puisqu'il y a aussi des intervenants en Reiki auprès des différentes associations dans lesquelles je suis également. Et je constate, et ça c'est un fait, c'est irréfutable, que les soins en Reiki sont beaucoup plus doux. Donc, quand on veut un résultat assez rapide, il est préférable de consulter un magnétiseur puisque le soin en Reiki sera beaucoup plus doux comme approche. Par contre, c'est vrai que pour les personnes qui souffrent peut-être tout ce qui est lié au féminin sacré, tout ce qui est lié à la féminité, aux enfants également, c'est peut-être plus approprié d'aller vers une technique de Reiki qui est une technique beaucoup plus douce. Quand on fait appel à des coupeurs de feu, par exemple, pour des effets secondaires de traitement et ce genre de choses, il faut généralement 3 soins en Reiki pour avoir le même effet qu'un seul soin réalisé par un magnétiseur. Ça prouve bien que les soins en Reiki sont beaucoup plus doux. Les coupeurs de feu interviennent sur différentes problématiques. D'abord sur les problématiques physiques, c'est-à-dire sur les brûlures physiques. Alors brûlures par les coups de soleil, brûlures par un feu de cheminée, brûlures par des produits abrasifs, des produits chimiques par exemple, ça peut arriver, certains acides. Il peut y avoir aussi les frottements, l'eau bouillante. Ça, c'est ce qu'on appelle les brûlures physiques. Ensuite, il y a les brûlures qui sont liées à des inflammations. Donc, ça peut être une inflammation au niveau d'un muscle, par exemple, une inflammation au niveau d'un organe, ou ça peut être aussi une inflammation liée justement aux effets secondaires, encore une fois, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, pardon, ou même de l'hormonothérapie. Le soin énergétique, comme son nom l'indique, permet de recevoir de l'énergie. Donc le principe, c'est de travailler uniquement sur les énergies du consultant. On ne travaille pas, encore une fois, sur le corps physique, mais bel et bien sur l'aspect énergétique de la problématique. Le soin énergétique, il peut être conseillé à une personne, par exemple, qui sort d'un burn-out ou qui a été hospitalisée, qui a été opérée, transfusée. Un accouchement, aussi, pourquoi pas, une grande fatigue passagère, mais également les changements de saison qui peuvent être parfois difficiles chez certains d'entre nous.
Pas chez tout le monde, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont être fragilisées au niveau émotionnel sur des périodes comme l'automne et le printemps, qui sont tout simplement les descentes et les montées de sève. Donc sur ces périodes-là, il peut être intéressant de réaliser des soins énergétiques uniquement si vous en ressentez la nécessité. Si vous êtes fatigué, déprimé ou dans une passe de vie vraiment complexe que vous avez du mal à dépasser, vous pouvez bien entendu opter pour un soin énergétique ou pour une séance de Reiki en complément d'un suivi médical classique, c'est-à-dire que on ne remplace pas un avis médical par un médecin généraliste ou un thérapeute diplômé par une séance de soins énergétiques. Ça serait vraiment inconsidéré de se dire je vais pas bien, je ne me pose pas de questions et je prends rendez-vous pour un soin énergétique avec n'importe qui. Absolument pas. Je vous conseille d'aller voir votre médecin généraliste, de lui expliquer votre situation. Si vous êtes dans une phase où vous vous sentez déprimé, seul et isolé, dites-lui tout simplement dans quel état vous êtes, confiez-vous à lui et peut-être que ce médecin généraliste sera à même de vous diriger vers un thérapeute approprié. Ne prenez pas l'habitude de supprimer un réel travail de fond pour comprendre la racine de votre mal-être par un coup de baguette magique que propose tel ou tel praticien. C'est pas du tout comme ça que vous avancerez. Et même si vous avez la sensation que justement ce petit coup de baguette magique va vous permettre de dépasser ce problème, c'est complètement une illusion. Ne passez pas à côté d'un problème réel juste parce que la solution de facilité, c'était de prendre rendez-vous avec un énergéticien. Absolument pas. C'est vraiment très important de bien saisir ça. Les effets d'un soin énergétique peuvent vous permettre justement de récupérer beaucoup plus facilement. Donc effectivement, à la suite d'une transfusion, d'un accouchement ou même d'une hospitalisation, vous pouvez très bien opter pour un soin énergétique qui va vous permettre de recevoir l'énergie qu'il vous faut pour vous remettre d'aplomb, entre guillemets. Bien entendu, ce coup-là, ce coup de fouet, ce petit coup-là de baguette magique dont je parlais tout à l'heure, il va avoir un effet assez réduit dans le temps. C'est-à-dire qu'un soin énergétique, il va vous gonfler en énergie, entre guillemets, pendant à peu près 4 à 5 jours. Ensuite, vous allez redescendre doucement jusqu'à atteindre une certaine forme de stabilité qui va doucement redescendre pendant à peu près 4 à 6 semaines. Donc, un bon praticien est censé, après son intervention, vous donner ses ressentis, communiquer avec vous sur votre état énergétique, qu'est-ce qu'il a ressenti, sur quel point il faudrait travailler, sur quelle problématique aussi émotionnelle il peut y avoir du travail à réaliser. Et il est censé vous donner les conseils utiles à votre propre prise en charge énergétique. C'est-à-dire que chaque individu est capable de travailler sur ses énergies. L'objectif d'un bon praticien, ce n'est absolument pas de vous vendre un soin énergétique par semaine ou par mois. Clairement, vous gaspillez votre argent et on vous prend pour une andouille, hein. Clairement. Un soin énergétique, c'est bien 1 à 2 fois par an quand on a des problématiques ou quand on a des changements de saison, comme je l'ai dit précédemment. Mais normalement, le praticien est censé vous donner des conseils pour que vous puissiez vous-même travailler sur vos énergies. Si un praticien vous invite à reprendre un rendez-vous pour un soin 1 semaine après, ou 15 jours après, ou 1 mois après, fuyez parce que ce n'est pas un bon praticien. Dans un premier temps, il sera absolument nécessaire de faire un bilan ensemble, que ce soit par téléphone, par mail ou même ici en cabinet, pour bien prendre en compte l'ensemble de votre situation. Chaque personne est différente. Chaque protocole est pratiquement différent aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je constate. Donc il est vraiment important d'échanger ensemble concernant votre état de santé, votre état aussi, je dirais au niveau moral, comment vous vivez les choses, comment vous vivez aussi cette annonciation, parce que c'est parfois très difficile. Quels sont vos ressentis? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce que vous dormez bien? Enfin voilà, on fait un gros point ensemble pour voir comment vous vivez cette situation-là. Et surtout,
on va essayer aussi de s'accorder par rapport au protocole de soins, protocole médical qui va être mis en place. Comme je viens de le dire, tous les protocoles sont quasiment différents, donc on ne peut pas parler de généralité dans une prise en charge comme celle-là, puisque toutes les personnes sont différentes et toutes les pathologies le sont tout autant. Donc l'important, c'est vraiment de créer un entretien, de poser clairement les choses, d'expliquer aussi comment moi je travaille, comment le praticien va travailler avec vous. C'est vraiment un accompagnement qu'on a aussi. On est là, bien sûr, pour vous soulager au maximum, mais on est aussi là pour vous écouter, pour partager, pour accompagner aussi la personne. C'est ça qui fait la différence justement aussi, c'est que très souvent, une personne qui malheureusement vient d'apprendre ce genre de nouvelles, elle va être bouleversée. Mais très souvent, elle va vouloir garder la face pour son entourage en se faisant violence et en se disant, bon ben voilà, je vais me mettre en mode guerrière et puis voilà, je vais avancer, je vais me battre. Mais il y a aussi tout le côté émotionnel à l'intérieur, tout ce qu'on a du mal parfois à verbaliser auprès de nos proches ou auprès parfois même de l'équipe médicale. Donc c'est important en tant que coupeur de feu, magnétiseur, praticien en Reiki ou autre, d'être réellement à l'écoute de son consultant. C'est un travail d'équipe, on travaille ensemble. Donc quand une personne est malheureusement dépistée comme ça, dans un premier temps, on évalue un petit peu la situation, comment la personne se sent, quelle est la qualité de son sommeil, comment elle ressent tout simplement les choses, et ensuite on fait du cas par cas. Donc très souvent, ce que je propose, c'est de faire le soin test. Le soin test, c'est quand la personne va débuter son protocole et qu'elle va être attentive au moindre inconfort, au moindre signe, au moindre quelque chose, au moindre changement, même au niveau moral. Et lorsqu'elle en ressent le besoin, je réalise un soin test qui est complètement gratuit. C'est le premier soin. C'est juste pour moi, pour mesurer la capacité de mon consultant à recevoir tout simplement mes énergies, mais aussi de voir si le lien se passe bien. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je pense que le lien qu'on peut avoir avec un thérapeute ou qu'on peut avoir avec un coupeur de feu, un magnétiseur, etc., ça va faire aussi la différence. Si ça passe entre nous, ça va très bien se passer. Si ça passe pas, je préfère à ce moment-là donner le relais à quelqu'un d'autre, à un autre praticien en qui j'ai toute confiance, pour que le malade se sente au mieux. On est vraiment là pour apporter du confort. On n'est pas là pour générer du stress ou de l'inconfort. Vraiment pas. Donc c'est vraiment important que le malade reste à l'écoute de ses émotions, de ses propres ressentis. Et nous, on va ajuster à chaque fois nos soins, nos énergies par rapport aux besoins de la personne. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que selon votre situation, on n'aura pas deux prises en charge qui vont être similaires. C'est vraiment au cas par cas. Si le soin test est réussi, à ce moment-là, on va pouvoir programmer des séances. En général, je fais des forfaits, mais j'avoue très volontiers que je suis un peu perfectionniste et que j'aime bien les choses qui sont bien faites. Donc il m'arrive très souvent de faire beaucoup plus de soins qu'il est prévu de le faire. Quand je prends la liberté de faire beaucoup plus de soins, ces soins ne sont pas facturés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surfacturation chez les personnes qui me font confiance. Il m'arrive très souvent de proposer un forfait de 5 séances et en réalité j'en fais 10. Mais c'est pas grave. Quand on a normalement quand on se rend compte, quand on est conscient qu'on peut réellement aider une personne et on peut la soulager à travers des soins comme ça, euh, on devient très généreux et c'est aussi ça qui est important, c'est que si on a choisi de travailler avec l'humain, c'est parce qu'on aime les gens. Si on est là que pour faire du business, c'est pas la peine, il faut changer de métier. Selon votre sensibilité, encore une fois, puisque nous sommes tous différents, vous pouvez ressentir des sensations de chaud, de froid, des fourmillements, pardon, un engourdissement aussi de temps en temps. Il y a aussi des personnes qui vont ressentir l'oscillation du pendule, parce que je travaille beaucoup à distance et je travaille beaucoup avec le pendule. Il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles et qui peuvent ressentir un petit peu comme des vertiges, tout simplement que c'est lié à l'oscillation de mon pendule quand je travaille sur eux. Il y a des personnes qui peuvent être traversées par un sentiment de joie, d'autres de tristesse, d'autres qui vont aussi me dire qu'ils ont eu l'impression de ressentir comme s'il y avait quelque chose qui s'en allait d'eux, comme si on retirait une espèce de chape de plomb de leurs épaules.
Et puis, il y a d'autres personnes qui ne vont absolument rien ressentir. On est vraiment au cas par cas, on est vraiment tous différents. Selon notre sensibilité, on peut ressentir ou non. Je fais quand même une parenthèse par rapport aux soins de coupeurs de feu notamment, tout ce qui est lié à la chaleur, les sensations de chaleur. Donc soit les brûlures physiques, soit les brûlures liées au traitement. Il arrive parfois que quand on intervient comme ça sur ce type de problématique, le consultant peut sentir beaucoup plus de chaud après le soin, juste après le soin. Alors souvent, il me passe un coup de fil, il me dit: «Elisabeth, je sais pas ce que tu m'as fait, mais déjà qu'avant j'allais pas bien, mais là je vais pas bien du tout». Cette surchauffe-là est souvent constatée quand il y a certaines interventions, encore une fois, selon la sensibilité de chaque consultant. Il arrive qu'il y ait cet effet de surchauffe qui dure pendant 1 heure ou 2 et ensuite ça s'éteint complètement. Je ne l'explique pas, ce sont des ressentis en tout cas que j'ai constatés de nombreuses fois, mais il ne faut pas du tout s'inquiéter si après une séance avec un coupeur de feu, vous sentez soudainement que c'est encore pire, vous inquiétez pas puisqu'en général 1 heure ou 2 après, c'est complètement éteint. En général, quand je reçois ce type de message, j'appelle très rapidement mon consultant pour essayer de comprendre qu'est-ce que signifie le je me sens très mal. Parce que d'une personne à l'autre, d'un discours à l'autre, on n'aura pas la même signification. Le je me sens très mal peut être par exemple lié à des sensations de brûlure, des aigreurs, des troubles digestifs qui peuvent être les conséquences des effets secondaires des traitements. Donc là, on va pouvoir faire appel au coupeur de feu, couper le feu pour diminuer ces sensations d'inconfort et de brûlure qui sont liées au traitement. S'il s'agit d'un gros coup de fatigue, admettons, je me sens très mal parce que je suis très fatiguée et je me sens pas très en forme, là on va pouvoir réaliser un soin énergétique pour aider la personne à remonter un petit peu la pente. On va lui donner un petit peu d'énergie. Et enfin, si c'est une douleur qui est ciblée, par exemple sur un organe ou sur peut-être aussi l'organe qui est en lien avec la pathologie, là, notre devoir, normalement, c'est d'accompagner notre consultant vers le médecin généraliste ou le spécialiste approprié à la douleur qui est liée à son inconfort. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne remplace l'avis d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste ou d'un thérapeute certifié. C'est important que chacun reste à sa place et nous, à travers l'écoute, le conseil et l'accompagnement, on peut aussi bien sûr donner, en tout cas proposer un certain nombre d'outils aux malades. On me demande très souvent si je peux faire quelque chose par rapport aux aftes, puisque, encore une fois, la chimiothérapie génère très souvent des sensations au niveau de la bouche et du goût aussi, hein, une modification du goût. Alors, un bon magnétiseur peut travailler effectivement sur les aftes, mais le mieux, vraiment, le conseil que je vous donnerais, c'est d'en parler encore une fois à votre médecin généraliste ou à votre oncologue pour lui expliquer que vous avez ces sensations-là et ils vont vous donner des conseils nutritionnels qui sont importants de respecter pendant toute la durée de votre traitement. Donc là encore, dans ce type de problématique, c'est pareil, c'est tout à fait, normal puisque la chimiothérapie va considérablement, détériorer la flore et les muqueuses digestives qui vont provoquer, bah, justement des ballonnements, qui vont provoquer aussi des remontées acides, des problèmes au niveau de l'estomac. Donc là encore, il faut vraiment suivre les conseils nutritionnels qu'on peut vous donner. Mais effectivement, les coupeurs de feu peuvent très bien soulager cet inconfort, tout ce qui est lié vraiment aux brûlures. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des remontées acides assez violentes au niveau de l'estomac, qui peuvent remonter jusqu'à la trachée et qui peuvent, aller jusqu'à, générer des troubles au niveau de la déglutition. Donc là, en tant que coupeur de feu, quand vous êtes confronté à ce type de problématique, ce qui est très intéressant, c'est qu'en quelques minutes seulement, vous pouvez, éradiquer en fait cette, ou en tout cas diminuer, je ne vais pas dire éradiquer, c'est pas beau, je vais dire qu'on peut nettement soulager, l'inconfort qu'il peut y avoir au niveau de ces sensations de brûlure là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, quand je vais à l'hôpital comme ça et que je vois des gens qui vont vraiment très, très mal parce que, ils peuvent plus boire, quand ils s'allongent,
forcément, ils ont encore plus de remontées acides, c'est très désagréable, ça fatigue encore plus et je leur fais toujours le petit test du verre d'eau. C'est un petit peu un petit clin d'œil que je leur fais. Je leur sers un verre d'eau quand j'arrive et en général, ils me font: «Ah non, mais je peux pas le boire parce que j'ai le feu et que je peux pas, en fait, ça va me faire mal» et je coupe le feu avec mon pendule en quelques minutes et au bout peut-être de allez, 5-10 minutes, grand maximum, je leur dis: «Bah, allez-y maintenant, essayez de le boire» et en général, 5 ou 10 minutes après, ils peuvent le boire et ça, je trouve que c'est sans cesse de faire ça parce que, c'est incroyable de voir qu'en quelques minutes, on peut réussir à éteindre comme ça, d'un seul coup, une brûlure au niveau de la gorge et de soulager immédiatement le malade. Je trouve ça, franchement top. Non, absolument pas. Le magnétiseur ne va absolument pas s'approcher de votre tumeur, je dirais même des cellules cancéreuses qui sont autour. Absolument pas. Il ne faut pas du tout toucher à ça. On va être très prudent dans le domaine énergétique. Il faut quand même comprendre qu'on a des limites. Et c'est vrai que de s'approcher trop près comme ça de ces zones-là, moi particulièrement, je ne le fais pas parce que je suis consciente que je ne suis pas Dieu. Bah, ce que je pense de ce genre de choses. Alors, je sais que les miracles existent, hein, je suis consciente. J'ai été à Lourdes plusieurs fois. J'ai vu des personnes remercier Dieu, remercier la terre, le ciel, qui vous voulez. Je crois effectivement qu'il peut y avoir des guérisons miraculeuses. En tout cas, la science a un petit peu bugué sur ce sujet-là, mais ça existe, on ne peut pas le nier. Par contre, des magnétiseurs qui autoproclament des guérisons spectaculaires ou miraculeuses, moi personnellement, je n'y crois pas un seul instant. Je pense que très souvent, ce sont des personnes qui aiment reluire leur ego et faire croire monts et merveilles. Moi, je trouve que c'est assez terrifiant d'avoir un discours comme ça. Et combien même ça serait vrai, je pense qu'il vaut mieux pas s'afficher en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, et moi je, et moi je, et moi je. Pour moi, ce sont des choses en fait qui ne résonnent pas en moi du tout. Et quand j'ai eu croisé des magnétiseurs comme ça qui disaient alors moi j'ai travaillé sur telle tumeur, telle problématique, la personne a été guérie. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Ce ne sont pas mes convictions. La chute des cheveux commence généralement à peu près 15 jours à 3 semaines après le début des traitements. Bien entendu, encore une fois, j'insiste, j'emploie le mot généralement alors que je ne devrais pas, puisque, encore une fois, tous les protocoles sont différents et les personnes sont différentes. Mais il arrive effectivement qu'au bout de 15 jours, 3 semaines de traitement, les personnes commencent à perdre leurs cheveux et leurs cils. Malheureusement, aucun magnétiseur ni aucun sorcier vaudou pourra faire repousser plus rapidement vos cheveux. Ce que je vous conseille, c'est aussi d'en parler aux professionnels de santé qui vous dirigeront peut-être vers l'achat d'une prothèse capillaire, voilà, ou alors qui vous conseillera de porter un bonnet, notamment la nuit, pour ne pas perdre tous vos cheveux dans votre lit. J'ai fait mon petit mémo, hein, ma petite fiche pour rien oublier. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du magnétisme, du reiki, des soins énergétiques. On n'a pas beaucoup parlé de l'hypnose. Et je voulais aborder ça aussi avec vous parce que, encore une fois, l'hypnose peut être un outil qui peut être très intéressant. C'est un outil très intéressant. Mais là aussi, attention, parce qu'il y a eu énormément de praticiens qui sont arrivés sur le marché avec des pratiques et des objectifs qui sont parfois un peu flous. Donc, très grande méfiance concernant l'hypnose et en particulier tous ces praticiens qui vous promettent encore une fois monts et merveilles et qui affichent généralement très peu de résultats. Choisissez plutôt des hypnothérapeutes qui sont déjà là depuis longtemps. Évitez les jeunes praticiens ou en tout cas les personnes sur qui on n'a pas ou peu de recul. Choisissez votre hypnothérapeute qui doit justifier d'une solide formation et d'un parcours professionnel en lien avec la pratique de l'hypnose médicale ou de l'hypnose thérapeutique.
C'est-à-dire qu'il est très important que le praticien en hypnose possède une sorte de socle de connaissances sur la psychologie et l'accompagnement et l'approche de la personne. Ça, c'est très important. Parce que, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il suffit de jeter un œil sur Internet, vous avez plein de praticiens en hypnose, mais qui ne possèdent pas réellement une approche médicale. Et ça, pour moi, c'est primordial, parce que il faut vraiment être formé sur le plan médical et sur le plan psychologique, voire psychiatrique, pour pouvoir réellement avoir les outils nécessaires pour aider les gens. Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui pour faire n'importe quoi, c'est pas vrai. Donc essayez vraiment de choisir quelqu'un qui possède vraiment des diplômes, qui est certifié sur le plan médical, l'accompagnement, etc. Et si vous avez un doute, vous pouvez très bien poser la question à votre médecin généraliste ou alors même au centre de santé dans lequel vous êtes suivi, puisque eux aussi disposent généralement de listes de praticiens qui sont certifiés et qui sont sérieux dans leur domaine. Donc faites confiance vraiment à vos médecins, à vos thérapeutes certifiés et diplômés, plutôt que à monsieur tout le monde qui ne va pas forcément proposer un traitement de l'hypnose qui correspond réellement à vos besoins. J'espère que toutes ces informations vous permettront d'y voir un petit peu plus clair et de discerner les différences qu'il peut y avoir entre les coupeurs de feu, les magnétiseurs et encore les soins énergétiques. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions sous cette vidéo. Je vous conseille bien évidemment de rester, je dirais, très prudent par rapport aux praticiens que vous pouvez sélectionner pour travailler avec vous, ou en tout cas pour essayer de soulager vos problématiques. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les praticiens fleurissent comme champignons en automne. Tout le monde est tout le monde est rien. Et je pense que ça va générer pas mal de problèmes dans l'avenir parce que quand on est dans un état de faiblesse, quand on est malade, quand on est isolé aussi parfois, on a tendance à chercher des solutions et malheureusement, toutes les personnes qui aujourd'hui sont entrées dans le monde énergétique et ésotérique sont parfois très très loin d'être spirituelles. Donc ouvrez l'œil, soyez méfiants et puis surtout, je dirais, appuyez-vous sur les conseils de vos médecins généralistes, vous l'avez bien compris, et puis des centres de radio et de chimiothérapie si malheureusement vous traversez l'épreuve du cancer. Je vous souhaite à tous le meilleur en tous les cas et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!